Bien, merci beaucoup et bonjour à tous. Je vais pasticher un peu Auguste Comte en disant qu'on ne connaît pas complètement la nomenclature tant qu'on n'en sait pas l'histoire. Et vous faire un petit survol très rapide pour vous montrer. En 1985, il y a un certain nombre de gens qui sont indiqués ici, qui ont fondé le groupe Image, qui réfléchissaient sur les problèmes de codage et de nouvelle gouvernance des établissements de santé et qui ont déclenché l'expérience de Languedoc-Roussillon et du PMSI Image. Et en 89, puis en 91, le PMSI était étendu à tous les hôpitaux publics puis privés. En 97, un rapport célèbre, le rapport de Christian Brieur et Jean-Louis Portos, a abouti en fin de compte au remplacement de la nomenclature de l'époque, qui était la NGAP, la nomenclature générale des actes professionnels. Et dans ce rapport, ils ont montré que la NGAP était devenue complètement obsolescente pour des raisons qu'on verra plus tard. Et d'autre part, ils avaient dit qu'une nomenclature, elle pouvait soit décrire, soit tarifer, mais qu'il fallait éviter de mélanger les deux en même temps. Entre 1997 et 2004, la CNAM a mis en route un remplacement de cette nomenclature par la CCAM, qui d'abord s'appelait le catalogue des actes médicaux, avec deux femmes remarquables qui étaient Sylvie Albaret et Annie Aliès-Patin. Et en 2004, la nouvelle nomenclature, la CCAM, réservée aux actes médicaux faits par les médecins, a été créée. Malheureusement, elle n'a eu qu'une vocation qui était principalement tarifaire. Et puis la NJAP est restée en partie pour les consultations médicales et pour les actes faits par les paramédicaux. En même temps, en 2005, il y a deux personnes, Yvon Merlière et Bertrand Lucax, qui ont eu, entre autres, ils n'ont pas été les seuls, mais d'intégrer les données que la CNAM possédait, qui étaient dans le cadre du SNIRAM, et du PMSI, et pour faire sur une pathologie qui était l'adénome et le cancer de la prostate, pour relier, suivant le schéma qui est indiqué, les données des deux, essayer de chaîner les données du SNIRAM et du PMSI. Et actuellement, plusieurs dizaines de millions de malades porteurs d'adénome ou de cancer de prostate sont dans Observapur. En fait, c'était l'initiateur du SNDS qui a été créé en 2016 et qui est géré par la CNAM et qui est une base de données enviée mondialement par sa qualité, en sachant quand même qu'il y a deux problèmes qu'il faut connaître et dont on va reparler, qui sont la limite, c'est que le PMSI n'est pas une base de données médicale, mais une base de données administrative, et que d'autre part, il y a un trou noir qui est celui du codage par assimilation, qui est la conséquence du choix de la CCAM faite comme nomenclature tarifaire et pas comme nomenclature descriptive. Donc, on a une nouvelle CCAM, on a SNDF qui est envié, et où est le problème? La nouvelle CCAM, l'avantage, c'est que ça donnait un code, un acte. Alors que la NJAP, c'était une lettre clé pour la chirurgie K, et puis vous aviez K100, mais K100, il y avait au moins 40 opérations qui correspondaient à K100. Et d'autre part, cette NJAP servait à la fois à décrire et à calculer la productivité des chirurgiens. Donc actuellement, il y a 13 600 codes correspondant à 13 600 actes qui manifestement ont une valeur descriptive de ce qui est fait. Le problème, c'est que plusieurs centaines d'actes faits tous les jours depuis 2004 par les chirurgiens ne sont toujours pas à la CCAM. Et donc, ce sont les actes manquants. Et ça, en raison du choix tarifaire fait en 2004, qui a été associé au fait de la création et de la transformation de l'ANAS en HAS, avec le rôle de l'évaluation du service médical rendu ou de l'amélioration du service médical rendu par l'HAS. Or, le service médical rendu est une mesure qui est relative,
qui a été copié sur ce qui avait été fait aux médicaments et qui nécessite des datas importants. Et comme vous l'a dit Cédric Carbonel, le problème, c'est que parfois les datas manquent. Et qu'il faut savoir qu'une absence d'avis positif de la HAS sur un acte médical entraîne la non-inscription à la CCAM. Qui dit non-inscription dit non-remboursement ou non prise en charge de l'acte par la CCAM. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les coûts reposent à ce moment-là sur le professionnel et ou le patient, l'industriel s'il y a un DMI qui est impliqué, l'établissement de santé, des mécènes, des associations, etc. Sinon, s'il n'y a pas de financement complémentaire, parallèle, eh bien, l'acte va disparaître. En fait, c'est un jeu de dupes, car il y a un codage par assimilation. Du temps de la NGAP, du temps où il n'y avait que la CNAM et le ministère, il n'y avait pas la HAS, eh bien, dans ce cas-là, la CNAM et le ministère discutaient entre eux, avec les professionnels. Et la CNAM, pendant très longtemps, elle-même codait par assimilation. Jusqu'au jour où, quelques années avant le changement et le passage à la CCAM, le ministère a interdit à la CNAM de coder par assimilation pour des raisons financières. Et ça s'est fait. Puis, quand la CCAM est apparue, petit à petit, le codage par assimilation est revenu. Pourquoi? Il est interdit par le Code de la sécurité sociale. Mais parallèlement, le Code de santé publique, sur lequel s'appuient les médecins DIM, l'oblige, car il interdit d'hospitaliser un malade et de coder dans le PMSI si on ne met pas un code à la maladie pour laquelle le malade a été traité. Et donc, les médecins codent par assimilation quand il n'y a pas d'acte, pour les actes manquants. Et d'ailleurs, souvent, la CNAM les attaque et perd régulièrement au tribunal parce que le Code de santé publique oblige le codage. Ce qui fait qu'en pratique, comme le code est fait par assimilation, l'acte opéré est payé par la CNAM sur un code qui ne correspond pas à l'acte opéré, mais à un code qui ressemble éventuellement dans les autres codes. Ce qui fait que la CNAM paye de façon hypocrite en disant qu'elle ne paye pas, et que le problème, c'est qu'il y a un trou noir qui se forme au niveau du SNDS, puisque on a calculé, j'ai calculé par exemple pour les robots, 98% des robots faits pour les cancers du rein ou les prostatectomies étaient avec un mauvais codage. Et je vous dirai tout à l'heure comment on a pu le savoir. Donc si on résume la vie d'un acte entre l'innovation et puis l'inscription, j'ai repris un schéma que Bertrand Lukacs avait publié il y a quelques années. Il y a 3 phases. La première phase, recherche et développement, où on va faire les premières publications, les brevets, l'efficacité, la mise sur le marché, le marquage. Cédric Carbonel vous en a parlé. Puis ensuite, depuis 2004, la deuxième phase en rouge, qui est toute la complexité de la démarche auprès de la HAS pour s'inscrire. Et puis la troisième phase, qui est en vert, qui est la partie, une fois que la HAS a donné son accord positif, de l'inscription à la CCM. Globalement, en moyenne, ça dure entre 2 et 10 ans. Alors, les conséquences. La première phase, au moment de la création de l'axe, où c'est l'idée souvent de chirurgien, comme ça a été dit tout à l'heure, ou d'industriel, avec le développement, suivant les actes, c'est très diffus, c'est très multicible, c'est très inorganisé et complexe, et il y a des problèmes de financement que tout le monde connaît. Et ce système fait que le financement est très difficile et qu'il est aggravé depuis 2004 parce que c'est tellement compliqué qu'un certain nombre de gens d'ailleurs abandonnent lors de cette période. Et d'autre part, conséquence, il n'y a aucune traçabilité puisque par définition, pendant toute cette période, aucun code n'est créé et l'acte n'existe pas. Enfin, les datas sont très hétérogènes suivant les équipes de recherche. Deuxième phase, les conséquences.
Je vous ai dit, pendant NGAP, il n'y avait aucune évaluation par une agence avant 2004. Puis l'HAS a été créée, notamment pour donner par ses avis, éclairer la décision publique pour optimiser la gestion des biens et des services remboursables. Tout ceci a été créé en 2004, essentiellement pour des raisons de qualité et financières. Mais l'organisation, vous avez une diapositive, vous montre que c'est très complexe. Cédric Arbonel vous l'a remarquablement bien expliqué, mais il y a plusieurs niveaux. On sélectionne pour savoir si on prend ou on ne prend pas le dossier. Une fois qu'on a fait sélectionner le dossier, il y a un nouveau barrage qui est le système de cadrage. Puis les cadrages peuvent aboutir à des non-études. Puis ensuite, il y a l'évaluation par elle-même, ce qui fait que la HAS peut donner des avis favorables, mais ça met 2 à 10 ans et il faut reconnaître que la plupart du temps, ils sont très bien documentés. Par contre, à chaque fois qu'on supprime et qu'on n'accepte pas d'étudier un dossier au niveau de la sélection, de la programmation ou du cadrage, ça crée des actes manquants. Et puis enfin, les avis négatifs de la HAS reposent en général sur des manques de data, sur des résultats qui sont discutables ou sur une manque de qualité des études, c'est vrai, mais il faut savoir et le dire aussi que le problème de la manière de recruter les experts de la HAS et l'utilisation de plus en plus rigide des conflits d'intérêts fait que maintenant on s'aperçoit qu'un certain nombre d'avis sont discutables dans les experts qui ont été choisis pour donner l'avis sur les sujets. Et pendant toute cette période qui peut durer plusieurs années, là encore, l'acte, même s'il est dans le cadre d'un PHRC ou d'un forfait innovation, n'a pas véritablement, encore que c'est un peu faux pour le forfait innovation, mais n'a toujours pas de traçabilité. Donc pendant les 2 premières phases de la vie de l'acte, il n'y a aucune traçabilité. Et la troisième phase, qui est celle de l'inscription à la CCAM, je vous rappelle qu'il y a eu depuis 2004 76 versions de la CCAM sur des points de détail en général. La vocation, elle est essentiellement tarifaire, même s'il y a une partie de la CCAM qui est descriptive, mais qui représente moins de 5% des cas. Et donc, il y a plusieurs centaines d'actes manquants. Et il y a eu en 2012 un rapport de l'IGAS et en 2017, dans le cadre de Ma Santé 2022, un rapport de Jean-Marc Aubert à l'Assemblée nationale, qui ont confirmé un degré d'obsolescence de la CCAM du fait de l'absence de maintenance prospective organisée de cette CCAM. Et c'est ça qui a abouti à la création du HCN, qui est un organisme indépendant qui doit réformer l'ensemble des 13 600 actes de la CCAM, les hiérarchiser et s'occuper des actes innovants et de la maintenance. Et qui peut également proposer une inscription provisoire. Et pour terminer, je vous montre ce schéma qui a été travaillé au niveau de l'Académie de chirurgie, du HCN et d'autres structures et dont on a parlé également avec l'HAS. C'est de dire que pour régler ce problème d'absence de code de plusieurs centaines d'actes et jusqu'à l'avis de l'HAS, eh bien, ce qu'on propose, c'est que dès qu'un nouvel acte est proposé par un professionnel, par un industriel, par un établissement, par une tutelle, ça passe devant une structure qui rentrerait dans le cadre de ce qui a été signé entre l'Académie de chirurgie et le SGPI, qui serait un observatoire des actes médicaux, dont il faut trouver exactement le titre qu'on veut lui faire donner, comportant essentiellement des discussions et de façon agile entre l'ATI, l'agence d'information d'hospitalisation, l'HAS, le HCN et la FSM avec les CNP correspondants, pour que ce groupe, avec l'aide de l'AIS et de la CNAM, mais qui sont un petit peu en plus périphériques, étudie le dossier de cette nouvel acte, décide si ce nouvel acte est un acte innovant ou pas innovant, mais tous les actes doivent pouvoir entrer dans le circuit. À partir du moment où on dit cet acte-là a certaines données de sécurité, de principes intéressants, etc., a un avis positif et qu'on ne l'a pas écarté pour acte farfelu.
À ce moment-là, 4 actions obligatoires faites par cet observatoire de façon rapide. 1. L'ATI donne un code descriptif. 2. L'HAS dit cet acte-là pour nous, il faut, en discutant avec les CNP, qui est tel et tel et tel critère qu'on étudie pendant la période d'évaluation parce qu'on en aura besoin dans le PBCI. 3. Le HCN décrit les libellés par rapport aux autres qui existent, hiérarchise pour quantifier le travail. 4. La FSM et les CNP mettre en route les registres à partir des actes qui ont été définis. Et ainsi, ces 4 structures définissent une CCM descriptive, une inscription provisoire avec un paiement provisoire par la CNAM, puisque de toute façon, la CNAM actuellement paye hypocritement tout ça. On peut ensuite, et la FSM déclencher registre, et ainsi, pendant 3 ans, on a une structure provisoire. Au bout de 3 ans, la HAS fait le boulot qu'elle fait actuellement, mais elle a pour tous les actes des bases de données importantes. Et je peux vous dire que ça fonctionne, puisque c'est ce qu'on a fait au niveau de l'Académie de chirurgie il y a 3 ans et demi, quand on a été voir la CNAM pour demander que pour le robot, on crée un code. Deuxièmement, on a réussi à faire payer au prix de la Célio, mais à faire payer quand même, donc une inscription tarifaire provisoire, une inscription descriptive provisoire. Pendant 3 ans et demi, tous les malades opérés en France par robot, soit 400 000 malades, 400 000 malades ont été opérés, 100 000 par laparotomie ouverte, 200 000 par Célio et 100 000 par robot sur 55 actes qu'on avait choisis. Et donc, les études qu'on est en train de dépouiller montrent l'avantage et l'intérêt du robot et de la Célio par rapport à la parotomie et les avantages relatifs de chacun. Et ça va nous permettre que sur ces 55 actes, on les propose à la HAS pour qu'ils soient validés, car ces 55 actes, avant cette inscription provisoire, n'étaient pas inscrits à la CCM. Et ainsi, pour conclure, on a le promoteur et l'industriel pourront gérer avec des critères validés leurs recherches pendant cette période transitoire de 3 ans avant de repasser devant la HAS qui pourra donner un avis. La systématisation des registres favorise le développement des bases de données dans le cadre de la stratégie nationale que le SGPI veut développer. La traçabilité des actes est enfin obtenue et l'assimilation ainsi que le trou noir sont supprimés puisque les collègues étant rétribués avec un code, il n'y a plus d'assimilation. Le délai de réponse de la HAS sera diminué considérablement. La dissociation entre la CNAM descriptive et la CCM descriptive et tarifaire est obtenue. Et enfin, la pertinence des actes peut être étudiée puisque, en chaînant avec le PMSI, grâce aux critères donnés par la HAS, et en le traitant avec le HDH, qui est d'accord pour le faire, on pourra obtenir pour chacun des 13 600 actes une étude de pertinence de comment et quand sont faits ces actes. Je vous remercie. Mon micro marche. Merci François. Tu as parlé de l'Observatoire des actes médicaux. En fait, ce qui a été signé avec le SGPI, c'est un peu plus étroit, puisque ça concernait une idée sur laquelle l'Académie de chirurgie travaille, c'est l'Observatoire national de l'accès aux actes opératoires innovants. Et donc, c'est un peu cette idée de travailler sur ce qui est un peu notre cœur de métier d'expertise. Comment on peut juger ce qu'apportent les collègues dans tel ou tel esprit d'une innovation. Eh bien, on peut, à partir de ce système, enclencher un système d'observation et de suivi et d'identification des actes et sortir de cette nomenclature grise qui est un véritable poison pour tout, à la fois pour le remboursement, pour l'identification de l'innovation, pour constituer des registres, pour avoir une gestion cohérente et voire exclure des actes qui ne sont pas innovants ou qui sont dangereux. Donc c'est un peu et mieux aider finalement aussi bien l'AIS que la Haute Autorité de Santé qui a un travail monstre et qui
le goulot d'étranglement de la HAS est trop difficile et il faut qu'on sorte d'une espèce de complexité un peu paradoxale de notre système de régulation des actes, c'est-à-dire il y a une instance, et c'est normal, qui est freinatrice, qui gère, qui ferme et qui ne donne accès qu'aux actes qui méritent de l'être complètement, mais on a également une structure nouvelle, accélératrice, puisqu'on a créé l'AIS pour l'accélération à l'accès aux innovations. Et donc, il faut que là aussi, on outille un peu l'AIS qui n'a pas tous les experts nécessaires pour juger de la validité d'une innovation, et donc chirurgicale en particulier ou opératoire. Et c'est là où les instances que tu as citées peuvent jouer un rôle collaboratif. Voilà, mais merci beaucoup. Et donc, on va continuer. Et Gabriel Seydou, j'ai le plaisir d'accueillir Gabriel au sein de notre table avec donc la présence du Conseil national des jeunes chirurgiens. Donc, l'Académie travaille également avec ceux qui vont être notre avenir. Merci Albert Claude.